Vous voulez partir votre propre podcast ou vous voulez amener celui que vous avez déjà à un autre niveau? Ça tombe bien, on loue le Studio SF, ce merveilleux studio dans lequel je suis présentement et dans lequel également on enregistre le Sans Filtre podcast parmi tant d'autres. La plupart du temps, ce qui empêche les gens de sauter dans l'univers du podcast qui est en croissance constante, c'est le manque de connaissances techniques et aussi le manque de matériel. Qu'à cela ne tienne, dans le Studio SF, on loue le studio avec tout le matériel, donc tous les micros, tous les caméras si vous voulez faire une version vidéo de votre podcast. Et ça vient aussi avec notre technicien extraordinaire, Nicole. Nicole qui va vous guider dans votre projet. Puis c'est probablement la personne au Québec qui écoute le plus de balados indépendants parce qu'il est derrière la console sur tous les balados qu'on enregistre au Studio SF. Donc, il va se faire un plaisir de vous accompagner dans ce processus-là. Si vous voulez plus d'informations au sujet de la location du studio, écrivez-nous à sansfiltrepodcast@gmail.com. Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi, Doom Plante. Oui. Doom, qui présente le podcast aujourd'hui? Notre commanditaire aujourd'hui, c'est encore une fois Hangar 29, qui est une boutique de linge. En ce moment, on ne peut pas y aller sur place, évidemment, à cause du confinement, mais ils ont une plateforme en ligne super le fun. Vous pouvez acheter vos vêtements là-dessus. Ils ont du vraiment beau stock. Moi, je suis allé personnellement en boutique avant la fin du monde, avant le confinement. Ils ont été super gentils, puis ils nous ont offert vraiment du beau linge, dont cette veste-là que vous voyez ici, le t-shirt d'APH. Ouais, plain white tee, puis moi, je suis un gars de plain, puis ça, c'est de la bombe. Un bon vieux plain, rien de mieux. C'est de la bonne fabrique. Fait que super belle expérience en boutique avec eux autres, super bon service, évidemment. Puis super beau stock aussi. Donc, tout ce qui est en magasin est dispo en ligne. Et en plus, on a un code promo SF15. Donc, vous allez avoir un 15% de rabais sur vos achats avec Hangar 29. C'est une entreprise de Québec. Alors, on parle beaucoup d'acheter local. C'est vraiment une bonne occasion d'encourager une entreprise du Québec qui ont plus de 50 boutiques à travers le Québec, Nouveau-Brunswick. Alors, je vous encourage fortement à aller regarder ça. Puis, justement, c'est une bonne occasion en ce moment de faire ses achats de linge en ligne. Alors, Hangar 29. Tout à fait. Sinon, encore une fois, je vous parle de Vegan Mais Pas Plate. Vegan Mais Pas Plate, c'est la compagnie que j'ai cofondée. En fait, on fait un service de livraison de mets 100% végétaliens à domicile. C'est des repas surgelés. Vous avez juste besoin de commander ça. Donc, www.vmpp.ca. La première phase, on a remis des plats aux professionnels de la santé du CHUM. Puis là, la deuxième phase, on va remettre 25% de tous nos profits en plats surgelés à des banques alimentaires. Donc, on va choisir une banque alimentaire, puis on va remettre des plats surgelés pour essayer de faciliter la tâche à des gens qui n'ont pas nécessairement tous les moyens de se nourrir. Donc, www.vmpp.ca pour commander vos plats. Puis, by the way, c'est vraiment fucking bon. Et je dis pas ça parce que c'est ma compagnie. C'est vraiment fucking bon. Sinon, Dom, cette semaine, sur le podcast. Moi, c'est pas ma compagnie, puis je confirme que c'est fucking bon aussi. All right. Cette semaine, sur le podcast, vraiment content de recevoir Arnaud Soli. Arnaud Soli, que si vous êtes moindrement sur Instagram, vous suivez un petit peu les personnalités québécoises, vous l'avez sûrement vu, qui fait des lives du lundi au jeudi. C'est puissant, c'est drôle, c'est improvisé. Il y a plein de monde qui passe là-dessus. C'est vraiment un must, je pense, du confinement, là, chaque jour de semaine, justement, à 22h. Arnaud Soli, qui est un improvisateur hors pair, qui est un humoriste, qui avait sa tournée avec son premier one-man show qui était censé démarrer là, finalement, évidemment, c'est impossible, mais comme on a parlé dans le podcast, il trouve d'autres moyens d'être créatif, de faire du contenu en ligne, des vidéos, des lives, tout ça. Un gars super intelligent, un gars super gentil, super généreux. C'était vraiment un grand plaisir de le recevoir. Alors, j'espère que vous allez aimer le podcast comme nous autres, on a apprécié le moment. Ouais, puis merci encore à tout le monde qui nous écoute. Je sais qu'en ce moment, la qualité est moins au rendez-vous que quand on est dans notre studio, of course, mais c'est le fun de voir que vous êtes encore nombreux à nous écouter à chaque semaine, puis qu'on peut vous faire passer 2 heures plus rapidement dans ces périodes difficiles. Fait que sans plus attendre, on vous souhaite de la santé à vos proches, c'est vraiment l'important, puis on vous souhaite d'apprécier cette conversation-ci. Donc, bon podcast. Bonne écoute, les amis.
All right. Arnaud, what's up? Yes, ça va bien, ça va bien. Ouais. Comment se passe ta quarantaine à part les soirs? Parce qu'on va revenir sur les soirs plus tard, là, mais en général, comment va la santé physique et mentale chez vous? Ça va bien. Je te dirais que c'est un peu du up and down, là, dans le sens où il y a des journées que je suis vraiment optimiste, positif. Je suis content de passer du temps avec ma famille. Tu sais, moi, j'ai un bébé de 5 mois à la maison. J'habite avec ma femme aussi, donc on est 3 à vivre ça confinés. Puis il y a des journées vraiment plus faciles que d'autres. Je te dirais que, par exemple, c'est fragile. Là, tu sais, il suffit qu'une journée, quelque chose se passe pas bien, il fait pas beau dehors ou j'ai bu un peu trop de vin la veille, que ça se peut que la santé mentale est fragile parce que c'est ça, il y a de l'anxiété. Je pense que la question de quand est-ce qu'on va sortir de ça est bien angoissante pour beaucoup de gens. Puis, tu sais, si j'avais une date de fin, tu me dirais, hey, il reste tant de semaines, all good. Mais là, le fait qu'il y a de l'inconnu beaucoup devant moi, ça fait que je trouve ça plus difficile, je pense. C'est ça qui est rough parce que toi, en ce moment même, tu serais en tournée de ton one-man show, là. C'était pas de ça, tu sais. Ouais, exact. Tu sais, nous, la première officielle, c'était le 7 avril. Fait que je te dirais que dans le dernier mois de confinement, on a annulé déjà, ben pas annulé, on a reporté quasiment 10 shows. Puis là, ben, c'est tout le climax aussi, tu sais, on bâtit un show pour le lancer, puis après ça, il y a, tu sais, on se fait des plans, il y avait une tournée, toute la tournée était construite autour de la première, il y avait toute une espèce de tournée médiatique aussi qui venait avec ça pour parler du show, puis finalement, ben, tout ça s'est tombé à l'eau, mais... Hey, c'est vraiment arrivé au pire timing, là, genre au moment où est-ce que comme enfin ton travail comme ça au grand jour, c'est comme boom, ouais. code bloc. Mais, ouais, exactement. Exactement, coq-bloc par la pandémie. Ouais. Mais en même temps... Le plus grand coq-bloqueur de l'humanité. Là. Le COVID qui est en train de coq-bloquer carrément tout le showbiz planétaire, faut dire. Là. Ouais. Fait que, tu sais, d'un côté, une fois que tu as fait le deuil un peu plus personnel de « Ah, fuck, mon projet, mon show, mes affaires », rapidement, je pense que j'ai été capable de prendre un step back puis de me rendre compte que, ben c'est ça, justement, comme on le dit, c'est planétaire. On est tous dans le même bateau. Puis en ce moment, rapidement, je me suis mis en mode solution. Essayer de trouver des manières de rester créatif de chez moi plutôt que de juste m'apitoyer sur mon sort. Parce que oui, ça me manque les shows, mais on n'y peut rien en ce moment. Mais tu le fais très bien, justement, mais justement, avant d'embarquer dans le vif du sujet de ce que tu fais ce temps-ci, dans le fond, là, tes dates, à partir de où, finalement, parce que là, justement, tu disais l'angoisse, c'est que c'est incertain, mais là, mettons, tu as reporté, annulé jusqu'à où, puis où est-ce que... En ce moment, au jour où on se parle, parce que c'est du travail de tous les jours, parce que, tu sais, grosso modo, là, présentement, on est quoi, genre mi-avril, ben là, officiellement, mes shows fin août sont pas reportés parce qu'il n'y a pas eu une indication claire du gouvernement qu'il n'y aurait pas de spectacle en salle en août, même si là, ils ont comme annulé les festivals et les événements sportifs pour jusqu'à la fin de août. Mais peut-être que le temps que vous sortiez le podcast, ça va avoir changé. C'est pour ça que je mets toujours des astérix parce que, tu sais, la situation évolue de jour en jour. C'est une gestion de crise. En ce moment, la priorité est plus dans les CHSLD que dans les salles de spectacle, j'en conviens. Sauf que là, d'ici peut-être la fin mai, il va falloir qu'ils donnent des réponses un peu plus claires parce que les diffuseurs, les salles de spectacle, tout le monde est un peu sur le qui-vive à attendre un peu des chiffres clairs parce que la programmation, vous le savez, dans le monde du spectacle, c'est booké 1 an et demi d'avance. T'sais. Fait qu'en ce moment, c'est comme s'il faut bouger les shows, ben il faut les replacer. Mais là, tu peux pas replacer une infinité de shows. Je veux dire, si tu annules 6 mois de spectacle, comment tu les replaces? Il y a des shows qui vont sauter. Ça va créer une espèce de bouchon incroyable. Exactement. Tout le monde va vouloir recommencer. Là, tout le monde va vouloir faire son show en même temps, dans la même salle. Puis même plus loin que ça, c'est la survie même des salles qui est en péril. Il y a des salles qui, comme exemple le Lion d'Or, qui ont fermé. Ça va-tu réouvrir? Ça va-tu rester fermé? Ils ne savent pas. C'est sûr que je lisais un article, je pense que c'était le directeur du Club Soda qui disait que eux, ils évaluent à peu près à 30 000 $ de frais
par mois, une salle fermée, tu sais, juste en frais j'imagine, administratifs, financiers, le local, payer, tu sais, comme dédommager une partie du staff. Il y a beaucoup de gens qui demandent aussi d'être remboursés, tu sais. Les shows sont reportés souvent, mais il y a plein de gens qui peuvent pas. Mettons que tu changes de date, ben les gens veulent être remboursés, fait qu'il faut que la salle ressorte de la liquidité. C'est un esti de casse-tête pour tout le monde en ce moment. Fait que moi, dans ma situation en ce moment, les spectacles du printemps puis du début de l'été sont replacés à l'automne et à l'hiver. Fait que, tu sais, ma première en ce moment, là, on touche du bois, mais c'est octobre au Club Soda. Tu sais, on va annoncer les dates officielles bientôt quand ça va être nickel, mais encore là, je vais dire aux gens que ma première est en octobre, mais c'est pas moi qui décide. Le bottom line, si la situation n'est pas réglée en octobre, ben on va repousser, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut quand même être proactif un peu. Continuer à planifier et continuer à vivre. Exact. C'est clair. Ah, c'est tough, ça, c'est tough. Nous autres, on avait, tu sais, on avait planifié une sortie de notre deuxième tome de livre, un livre de recettes, dans le fond, là. Puis on l'avait planifié la semaine où est-ce que les commerces non essentiels sont fermés, on avait notre lancement. Comme notre lancement était cette semaine-là, là, tu sais, fait que là, c'est comme, bon, ben, OK. Puis là, c'est quand qu'il retombe ses tablettes, c'est quand qu'on met ça en branle, c'est quand que... fait que non, effectivement, je comprends un peu, là, c'est... Je pense que tu l'as bien dit avec l'incertitude qui crée un petit peu l'angoisse. Là. Ouais, vraiment. Mais c'est vraiment ça, tu sais. C'est vraiment d'avoir aucune idée, là. Tu sais, ça pourrait être dans 2 semaines qu'on recommence les activités, tu sais, tranquillement, comme ça pourrait être dans 6 mois. Ouais, littéralement, il y a aucune idée, vraiment. Présentement, c'est comme si... Puis nous, on sait pas tout dans le sens que, tu sais... Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est surtout ça les aussi. experts partagent certains scénarios, puis moi, j'apprécie quand même la transparence du gouvernement sur plein de dossiers en ce moment, mais c'est sûr qu'on n'a pas les infos exactes que les scientifiques, que les labos, que le gouvernement a. Puis il y a plein de scénarios, c'est parce que les gens s'entendent pas, puis en ce moment, c'est vraiment de la gestion de crise. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils deal les cas les plus urgents, qui sont les vies humaines. Puis ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, que comme en ce moment, il faut gérer la crise dans les centres, les résidences, le CHSLD. Puis en ce moment, tu sais, moi, j'ai des amis de la famille qui travaillent en santé. Tu sais, mon beau-frère, lui, il a été réaffecté dans une autre place. Le staff en santé sont des putains de héros en ce moment, là. Genre, ils se font envoyer au champ de bataille, puis il y a des places qui sont bien gérées, mais je pense qu'il y a des places que c'est vraiment littéralement là, la guerre. Là, tu rentres et tu essaies de sauver du monde. C'est vraiment élevé, fait que c'est ça, il faut relativiser. Là. Moi, je me considère privilégié puis quand même chanceux de continuer à faire mes trucs de chez nous en compromettant pas ma santé, tu sais, genre. Mm-hmm. Ouais, ce qui est la chose la plus importante. Là. Moi, ma soeur est en ophtalmo, là, fait que rien à voir avec la gestion du COVID, sauf qu'elle a été réaffectée à l'étage du COVID. C'est ça. Ben, c'est ça qui se passe pour tout le monde. C'est comme all hands on deck, puis tout le monde aide la cause, même si c'est loin d'être ce pourquoi tu es rentré en médecine nécessairement. Là, non, complètement. T'sais. Mais par rapport à ton livre de recettes, je voulais savoir, me semble que c'est comme... Ironiquement un peu, c'est le meilleur moment pour sortir un livre de recettes parce que, tu sais, tout le monde cuisine. Avez-vous trouvé une manière de le sortir comme... De le livrer ou de le sortir en numérique ou je sais pas? Ben, en fait, le gros problème, c'était que c'était tellement proche de la date de sortie qu'il était déjà livré. Il était dans les librairies. Fait qu'en ce moment, il est dans les entrepôts de Archambault, il est dans les entrepôts de Renaud-Bré, il est dans les entrepôts de Costco. Puis il est plus dans les entrepôts de notre éditeur. Fait qu'on. Oh non. Même si on se disait on veut le lancer là faire un genre de lancement en ligne, on n'a pas le livre. Aïe aïe. Il est parti, puis on peut pas les rapatrier. Fait que c'est vraiment juste le mauvais timing. Ah non, je te dis, man, c'est arrivé la semaine près. Genre 2 jours plus tard, notre livre, il sortait. Là, c'est drôle, moi, ma soeur est journaliste, puis elle a reçu une copie du livre à péage. Genre, ouais, on avait envoyé promo, nos livres pour la presse. Wow. Elle a reçu une copie promo, mais finalement, le livre sort pas. Ça fait qu'elle a ses recettes véganes à la maison. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ça. Puis parlant de faire ce qu'on peut avec ça, toi, tu fais... t'as take over l'Internet là, dans les dernières semaines, dans le dernier mois. En fait, là, j'ai vu ta publication. C'était combien de... 21
live dans le dernier mois, c'est ça? J'ai fait un petit calendrier. C'est exactement 21 lives en un mois. Ouais. C'est débile, ça. Ouais. Comment est-ce que au début, comment ça s'est matérialisé? Parce que les premiers lives, c'était l'espèce de préposé aux bénéficiaires là, qui aidait, là, qui revenait à son travail. Avant ça, mon premier live, en fait, je vais t'expliquer la genèse. J'étais chez nous. Attends, je regarde mon calendrier ici, je veux dire les bonnes dates. Mais ça devait être autour du On est précis, le CA, j'aime 14, ça. non, mais tu sais, tant qu'à faire un calendrier. C'était autour du 14-15 mars. Matt Duff, il a fait un live random, genre de sa salle de bain pour célébrer son nombre d'abonnés, je sais pas quoi. Puis il m'a invité dans son live, tu sais, il a vu que j'étais là, puis il m'a envoyé une invitation. Puis pour être franc, je pense que je savais même pas que tu pouvais inviter du monde dans le live Instagram. Fait que là, j'ai juste flashé comme, OK, c'est nice. Belle fonctionnalité. Puis là, j'ai vu Matt Duff le lendemain, il a refait un live. Une bonne app, bonne application. Ouais, non, mais tu sais, j'ai fait, ah, Chris, OK, ça se peut, c'est resté là. Le lendemain, Matt, il refait un live, puis là, il a comme glissé des vidéos dans son live. Tu sais, je pense que c'était le début du Corona virus. Fait que, tu sais, il glissait des photos puis des vidéos, puis il commentait, puis j'étais genre, oh, Chris, OK, tu peux faire ça dans un live Instagram. Fait que là, c'était juste comme, je voyais un peu les possibilités. Là, le lendemain, j'ai calé que le soir même, j'allais faire un doublage d'un épisode de Ramdam en intégrale. Tu sais, j'aime ça faire des doublages sur Internet, mais je trouvais que de le faire en live, ça amenait comme un côté performance à la patente. Ah oui, tout à fait. Puis, Chris, on était genre 2000 à checker ça. Ça a vraiment pogné. Malheureusement, j'ai pas réussi à l'enregistrer. Je savais pas que ça se faisait encore. J'étais un noob il y a un mois. Mais le live, je trouvais ça trop... le doublage, je trouvais ça trop essoufflant. Fait que, tu sais, je continue à penser. Puis là, j'ai eu le flash de faire comme des lignes ouvertes, tu sais, vu que tu peux recevoir du monde dans ton live, de trouver une manière de transposer la fameuse ligne ouverte à la radio que je trouve donc drôle, tu sais, mais de le transformer en personnage d'impro. Fait que Brian, mon gars d'info santé, est tombé. Tu sais, pour vrai, j'ai fumé un bat, je faisais la vaisselle. Puis j'ai juste eu ce flash-là, puis je suis descendu dans mon... Où est-ce que je suis en ce moment? J'ai mis un bandana puis une perruque. J'ai ouvert le live. Et ça a parti, man. Les gens tripaient. Puis j'étais comme, OK, il y a quelque chose à faire avec ça. Fait que là, le lendemain, je repartais des personnages. Puis là, je sentais qu'il y avait un buzz. Puis là, j'ai commencé à mettre les lives en ligne parce que les gens n'arrêtaient pas de me demander pour les revoir. Puis c'est ça qui s'est passé. J'ai fait 11 personnages en un mois, puis 21 lives. Puis là, c'est quoi le degré de tu sais, évidemment, là, c'est de l'impro, mais c'est quoi le degré de préparation? Est-ce que, mettons, là, tu penses d'avance ton personnage, ça va être quoi, évidemment, mais après ça, est-ce que tu sais qui tu vas inviter ce soir-là? Est-ce que tout ça, c'est pas vrai? 0. Ah ouais? Genre, tu regardes qui est là, OK, une telle est là, go, je t'invite. Genre, au début, comme après une semaine ou deux, j'ai commencé à écrire à mes amis humoristes pour leur dire « Hey, by the way, je suis en live du lundi au jeudi 22h. Embarquez quand vous voulez. » D'expérience, c'est généralement plus drôle quand un ami humoriste, comédien rentre comme quelqu'un de random. J'aime qu'il y ait un mélange des deux, là, mais dépendamment des concepts aussi. Mais j'ai juste commencé à dire à mes chums, genre, hey, venez comme collaborer, ça devient comme un sketch show improvisé. Puis, fait que j'ai juste passé le mot, mais j'ai jamais seté, genre, toi, tu vas être là, toi, tu sais, j'ai jamais fait de pacing. C'est vraiment, je vois les gens qui se connectent, puis puis j'ai pas le goût de me préparer non plus, tu sais, genre, je suis content de pas penser à ça de la journée. Puis après le souper, je descends avec mon petit verre de vin, je fais mon live. Puis tu couches ta fille, puis après ça va faire ça. C'est vraiment ça qui se passe. C'est malade. Mais moi, tu sais, je n'ai écouté des petits bouts, mais j'ai écouté, je sais pas si c'est le dernier, mais celui avec les vedettes, là, les potins, tout ça. Ouais, tapis rouge. Ouais, c'est le dernier que j'ai fait. Mais je me dis, tu dois terminer ça essoufflé, mon gars, parce que c'est de la gestion de. Là, tu as le public à entertainer, jamais les perdre, tout le temps continuer de puncher, faire des jokes. En même temps, checker qui est là, faire rentrer du monde. Puis là, quand tu perds le momentum, changer pour un autre. Tu sais, man, ton cerveau, là, il est à on, man, à 100%. Ouais. En fait, j'ai réalisé, surtout après la semaine passée, que c'était plus sportif que je le pensais. Parce que sur papier, je suis assis. Ouais. C'est pas physique comme un show. Est-ce que je brûle vraiment des calories? Mais quand je suis en show, je suis en pilote automatique. Quand je fais mon live, je suis en impro non-stop. Fait que je brûle beaucoup de juste, comme tu dis, réfléchir. Puis c'est comme si j'étais mon propre régisseur. C'est moi qui
pendant que je parle, il faut que je pense à mon prochain cue. J'essaie de sélectionner, j'essaie de checker dans les commentaires qui est là pour voir qui je peux inviter après, faire un lien. Fait que c'est assez intense, mais moi, c'est le genre d'adrénaline qui me rappelle justement les spectacles. C'est ce qui se rapproche le plus de la performance. Parce que celui-là, c'était 1 heure, il n'y a aucun temps mort. Là, non, c'est non-stop. Mais tu sais, les gens sont là aussi, puis moi, je me nourris de ce qui se passe devant moi. C'est-à-dire que je trouve que c'est ça qui est le plus payant. C'est vraiment comme s'il y a du monde qui me donne du jus, ben c'est comme donnant. Là, tu sais. Mais c'était le fun à faire, ça là. Ouais. T'as-tu un personnage, une soirée qui s'est démarqué, qui est plus que les autres? La première fois que j'ai fait Antonio, qui est mon personnage de caricaturiste vulgaire, fait que, dans le fond, le concept, c'est que je joue un genre de vieux français dégueulasse, défoncé, avec un jacket de cuir puis un foulard. Puis je caricature le monde, mais je les insulte en même temps. Ça, j'ai comme senti qu'il se passait de quoi, là, comme... Je sais pas si c'est le fait que je laisse pas vraiment l'autre personne parler puis que je crée vraiment moi-même mon rythme. Je suis sorti de là comme en me disant ouais, il me semble qu'il s'est comme passé de quoi, tu sais. Mais sinon, c'est de l'impro. Fait sur 1 heure, des fois, il y a 15 minutes extraordinaires, des fois, il y a 5 minutes extraordinaires, des fois, ça lève pas vraiment. Des fois, il y a juste des petits fous rires, des décrochages, tu sais. Faut comme pas l'analyser comme quelque chose de fini, mais plus comme un exercice créatif, je pense. Mm-hmm. Puis c'est ça, toi, tu viens de l'impro, là. Fait que, tu sais, ça, c'est... J'imagine que ça replonge un petit peu dans ta jeunesse. Complètement, ben ouais, c'est vraiment de l'impro pur et dur, dans le sens que c'est comme une mixte, là. Tu sais, t'arrives devant l'autre, puis il t'amène une proposition. La différence, c'est que je garde un personnage pendant 1 heure, mais... moi, pour bien des gens, l'impro, c'était peurant. Moi, ça me nourrit, ça m'excite, ça me drive. Ce côté-là de ne pas savoir qu'est-ce qui s'en vient, j'adore ça. Ça fait peur, mais moi, ça me stimule. Puis, ouais, ça me retourne complètement aux années où avant de faire de l'humour, moi, je faisais de l'impro des fois 2, 3, 4 soirs semaine. Fait que ça me replonge dans cet état-là, big time. Là. Puis, comment tu gères? Parce que moi, tu sais, je sais pas écouter les 21, mais j'en ai écouté quand même une couple. Là. Puis, tu sais, mettons, quand tu faisais justement Allo Santé, puis que, tu sais, t'avais des bouts avec justement, comme tu disais, des amis humoristes qui levaient crissement, là, tu sais, avec Julien, mettons, qui se pointait, ou Mathieu Pepper, je pense, qui est arrivé, qui parlait de son... je pense, ses boutons sur le pénis, là. Ça, j'ai ri en crise. Mais entre ces espèces de moments golden-là, au début, tu le faisais plus, j'imagine. Tu acceptais n'importe qui, tu sais. Là, des fois, tu tombes sur un ticoun qui veut juste être vulgaire pour être vulgaire, tu sais, puis qui a pas vraiment rien il dit pas rien de drôle à part des mots comme pénis, tu sais. Comment tu fais, mettons, pour essayer de garder le tempo pendant ces moments-là, tu sais, qui tombent un petit peu. Ben, c'est tough. Tu sais, tu sors d'un bit vraiment fucking drôle avec Julien, puis là, tu tombes sur un ticoun qui est comme qui se filme pas vraiment en face parce qu'il veut pas se montrer. C'est littéralement comme un match d'impro là, au cégep, là, à un moment donné, tu fais une super bonne impro avec l'autre bon joueur de l'autre équipe, puis tout de suite après, tu fais une mix avec la personne qui a pas rapport. Tu sais, la vérité, c'est que j'essaie de juste garder mon flow à moi. Puis, tu sais, c'est sûr que plus le live avance, puis plus il y a d'amis, puis de gens connus, puis de monde du milieu qui embarquent dans mes lives parce que, ben, tu sais, il y a un buzz qui s'est créé, puis il y a de plus en plus de gens qui participent, puis qui regardent. Fait qu'il y a moins de gens du public, mais il y a des concepts qui sont faits pour les gens du public. Fait que c'est vraiment un pile ou face. La plupart des gens sont drôles ou ont une bonne idée, mais c'est sûr que je peux tomber sur un lourdeau. Quand j'ai fait Antonio, justement, mon caricaturiste vulgaire, j'avais annoncé le concept. Là, ça part, man, puis je pogne 2 enfants back-à-back, puis j'étais là, fuck, man, dis-moi que ça sera pas juste des kids, là. Moi, mon but, c'est que je les insulte, là, genre, je les démolis, là, je peux pas insulter une fille de 13 ans, genre... Puis
Puis même quand j'ai sorti la version sur YouTube, j'ai coupé le début, man, parce que c'était trop hard. Genre, j'espère que tu vas te faire défoncer ta petite gueule de merde. Puis tu vois genre la fille de 13 ans qui est genre... Asti que c'est wrong, man. Fait que ça fait partie du concept qu'on sait pas. Tu sais, si j'avais un ou une recherchiste avec moi qui filtrait les demandes ou qui me faisait un pacing, le show serait plus tight, mais d'un autre côté, c'est pas ça le concept. Le concept, c'est que je suis seul. Puis je trouve que les imperfections puis les moments plus down font que les moments up sont vraiment plus payants encore. Mm-hmm. Ça te fait-tu tout ça, là, tu sais, puis justement le succès de ça te fait-tu re-questionner la manière dont dans le futur on peut utiliser les technologies pour faire ce travail-là? Ben, je me le demande honnêtement, tu sais, je suis comme un peu trop dedans pour avoir du recul sur ce qui se passe, mais j'ai l'impression que naturellement, on va garder on va rester marqué par cette crise-là. Puis naturellement, j'ai le feeling que notre rapport aux technologies, tu sais, au télétravail, les gens en parlent de plus en plus, là, tu sais, il y a bien des meetings qui auraient pu être des Zooms, tu sais, dans la vie, là. Je pense qu'on a une pression de productivité que notre société... 95% des meetings. Tu sais, honnêtement, je pense que notre société est basée sur une pression de performance immense qui peut se traduire par des trucs vraiment nice, mais qui peut se traduire aussi par de la dépression puis des burn-out, puis les gens ont le feeling qu'ils ne peuvent pas y arriver jamais, qu'ils n'ont pas de temps, qu'ils travaillent trop, que... En ce moment, on est dans un autre extrême parce que les gens sont cloîtrés avec leur famille. Puis là, c'est ça qui devient éreintant, c'est que tu dois être comme un travailleur puis un parent en même temps. Puis moi, je le vis avec un bébé, mais tu sais, c'est pas super, elle fait des siestes. Mais tu sais, moi, j'ai des amis qui ont 2, 3 kids en bas âge, là, des kids qui veulent jouer, là, qui veulent socialiser, qui veulent apprendre, qui ont tous des besoins différents. Ça, c'est fucked up. Mais en tout cas, notre rapport à la technologie, j'espère qu'on va en garder du bon, tu sais. Parce que la technologie, ça a toujours du bon et du mauvais, c'est comment on l'utilise. Là. Je pense qu'on peut tout tomber accro à notre téléphone cellulaire. Ça c'est poche, mais peut-être faciliter des communications, créer des réseaux d'échanges plus faciles. Puis ça ne va jamais remplacer le bon vieux comme gathering social, le bon vieux rassemblement humain, la présence, la chaleur physique, mais je pense que peut-être ça va pouvoir simplifier des trucs. Là. Ouais. Hier, à Tout le monde en parle, Louis Morissette, il a dit quelque chose qui faisait beaucoup de sens pour moi puis que j'avais juste jamais réfléchi. Il dit, tu sais, je félicite vraiment tout le monde qui prend des initiatives sur les médias sociaux en ce moment. Sauf qu'il amenait la nuance de dire, éventuellement, il va falloir arrêter de faire ça gratuitement, tu sais. Parce que, mettons, le fait que toi, chaque soir, 4 soirs par semaine, t'offres 1 heure d'improvisation fucking drôle, gratuite, gratuitement à tout le monde qui est du contenu de qualité, tu sais. Ça fait que, mettons, quelqu'un d'autre, un autre humoriste qui essaierait de monétiser en ce moment son art, tu sais, comme un artiste aimerait faire. Ça fait que lui, tu sais, il a comme pas la... Je comprends. Il perd comme la main dans cet échange-là. Je comprends, mais tu sais... Quelle est ton opinion dans cette situation-là? C'est la bonne vieille discussion de comme... C'est de la faute à Spotify si les gens vendent plus d'albums. C'est de la faute à... Dès que tu as un service gratos, c'est difficile de... Mais je sais pas, vous avez un Patreon? Vous avez les deux? Ouais, nous, on a un Patreon. Fait que nous, on met nos affaires gratuites. Mais tu sais, les podcasts, tous les podcasts qu'on fait sont gratuits. À part les podcasts qu'on fait en bonus, genre moi puis PH. Exact. On met ça de Patreon. T'sais. Fait que là, pour ceux qui veulent nous encourager ou les die-hard fans, mettons, qui veulent plus de contenu puis qui veulent plus nous entendre, nous, ben là, ils peuvent aller sur le Patreon puis avoir ça. C'est juste que, tu sais, par rapport à ce que Louis dit, excuse-moi, je vais pas te couper, mais j'ai le feeling que, tu sais, Louis, il parle comme un producteur puis c'est correct, tu sais. C'est juste que moi, en ce moment, j'ai comme évacué toute l'affaire financière parce que pour l'instant, je le sens qu'il y a un buzz, là, genre je fais quelque chose qui me stimule, mais il y a du retour, puis ça se traduit en engagement de fans. Puis ça, je le sais que moi, ça va se traduire en vente de billets, puis ça va se traduire... Éventuellement, c'est sûr. Je suis pas câble, là, je le sais qu'en ce moment, oui, c'est gratuit, mais
je le sens qu'il y a un engagement avec une communauté, puis que ça va s'inscrire dans le futur, tu sais. Par contre, c'est sûr que si, mettons, dans 1, 2, 3 mois, on est toujours en confinement, puis on est toujours cloîtré, puis que je décide, je vais peut-être repenser ma manière de faire la patente. Ouais. Tu sais, généralement, quand tu sais, même tous les podcasts, ça, tu commences gratos, puis à un moment donné, si tu sens que tu as vraiment un hook avec les gens, il y aurait peut-être manière de trouver une manière de faire payer les gens. Mais tu sais, pour l'instant, l'argument de 6 mois, je le mets gratuit, ça nuit aux autres. Oui, puis non. Tu sais, moi, je fais ce que je fais, puis si les gens sont au rendez-vous, les gens sont au rendez-vous parce que, tu sais, moi, ma job comme artiste, c'est pas d'analyser tout le marché financier du live. Là, tu sais, ça fait 1 mois qu'on est en crise. Là. Tu sais, on n'a aucun recul sur ce qui se passe. En ce moment, tout le monde est juste en survie puis en résolution de problèmes. Tu sais. Fait que lui, peut-être qu'il pense avec un œil plus business, puis lui, tu sais, je le comprends que genre toute sa boîte KO, tout ça c'est arrêté, toutes ses prods sont arrêtés, toutes ses shows sont arrêtés. Lui, ça y rentre dedans économiquement. Moi, oui, j'ai moins de gigs qui rentrent, mais tu sais, j'ai des sous de côté. Pour l'instant, je suis pas en train de comme, tu sais, on a un filet social aussi, tu sais, on a des aides gouvernementales, tout le monde. Moi, ça va, là, j'ai plus de dépenses, là, tu sais, je remplis le frigo, puis that's it, là, genre, ça me coûte fuck all, là, tu sais, ça me coûte mon Wi-Fi, puis that's it. Fait que, puis j'ai des dons de perruques qui s'en viennent tantôt. Il y a quelqu'un qui va venir me livrer des nouvelles perruques, mais... Fait que je sais pas trop. Moi, je suis à une place qu'en ce moment, ça me fait plaisir de le faire gratos. Puis si peut-être que dans un mois, j'aurai pas pantoute le même discours, mais tu sais, on est tellement tôt là-dedans que je trouve ça difficile d'analyser la patente. Tu sais. Moi, mettons, en analysant, mettons, ce qu'il a dit hier, j'ai l'impression que dans son thinking, lui, il est vraiment pessimiste par rapport aux salles de spectacle. Tu sais, par rapport à... Il y a plusieurs niveaux là, de choses qui vont être réintégrées. Là, puis lui, il avait l'air de penser que les salles de spectacle, c'était vraiment pas demain la veille que ça allait recommencer. Mais c'est évident. Fait que c'est évident, je veux dire. Ouais, c'est ça. C'est une des premières affaires qu'ils ont coupées, puis c'est une des dernières affaires qu'ils vont ramener. Parce que pense-y, là, c'est pas un service essentiel, même si pour moi, l'art est essentiel, mais c'est pas un service essentiel. Il y a beaucoup de proximité, surtout les grosses salles. Là, pense à 1000, Albert Rousseau, Saint-Denis, 1000 personnes cordées avec, on parle pas de 2 mètres de distance, là, on parle de littéralement ton coude sur le coude d'un inconnu. C'est sûr que sur papier... Du monde qui rit à pleine bouche. Là, sur papier, c'est possiblement la dernière affaire qui va repartir. Tu sais. Exact. Ouais. À moins que, je sais pas, là, puis je dis n'importe quoi, mais qui mettent vraiment des quotas de genre, OK, ben si tu as entre tel et tel âge, ou tu sais, éventuellement, ils parlent d'une certaine immunité collective, ben peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a une partie de la population qui l'a eu, même qui a été asymptomatique dans quelques mois, puis là, ils vont peut-être commencer à genre faire des tests aux gens puis dire bon ben toi si tu l'as eu tu peux ressortir puis là on va avoir des shows devant des gens qui ont déjà eu le COVID, je sais pas, je dis n'importe quoi là. Il y a trop de scénarios en ce moment, mais non, mais je suis d'accord que les salles de show on sait pas tout de suite là, c'est pas demain la veille qu'on va vivre des gros événements comme ça en salle, ça va être long je pense. Ouais. Pour venir justement à tout l'aspect là, financier, économique de tout ça, là, j'ai l'impression que justement le modèle, surtout sur le web, change. Puis, tu sais, si tu mets ton contenu derrière un paywall, là, tu sais, qu'il faut que tu payes pour accéder, pour pouvoir voir le truc, c'est quasiment impossible d'avoir une communauté assez grande puis de construire ta communauté, tu sais. Ouais, c'est ça l'affaire. On le vit avec notre Patreon. C'est ça, quand tu offres ton truc gratuitement, là, les gens sont intéressés. Puis quand les gens sont vraiment hooked, tu sais, mettons, Instagram, je pense pas que ça peut faire ça, mais tu sais, mettons des plateformes comme... Comment ça s'appelle la plateforme de gaming là, que tout le monde est dessus? Twitch, là, tu peux faire des dons, je pense. Là, tu peux dire, OK, j'envoie 5$, j'envoie 10$. Ça, tant qu'à moi, c'est la meilleure façon parce que justement, celui qui adore vraiment ton contenu et qui est fan, ça va lui faire plaisir de t'encourager et de t'envoyer une coupe de piastres, puis il sait que tu en as besoin. T'sais. Facebook le fait depuis pas longtemps. Là. J'ai vu une alerte sur les lives Facebook. Un peu comme sur TikTok, tu n'envoies pas de l'argent direct, tu envoies genre des... Ben, comme sur Twitch, je pense, tu achètes une forme de monnaie Facebook, tu achètes des coins sur ton Facebook, puis tu peux redonner ces coins-là à des artistes qui font des lives.
J'imagine que Facebook, ils se prennent une cote sur ça. Sans doute. Bonne question. J'ai même pas du tout, mais Sûrement, probablement. Big, surprise, mais sûrement que oui. Moi, je donnerais mon compte, je donnerais mon compte de banque. Là. Ouais, c'est ça. Voici mon spécimen de chien. Faites-moi un virement direct là. Moi, j'ai vu un gars faire un live de musique, puis il y avait comme un lien, puis je pense, mettons, avec PayPal, tu peux juste comme donner de l'argent. Fait que lui, il y avait comme un lien, tu allais là-dessus, puis tu faisais faire un don. Fait que, c'est quand même. Ouais, PayPal se prennent 1% de ça. C'est pas mal le mieux qui se fait. Ouais, PayPal. Ouais. Patreon aussi, ils se prennent tous des pourcentages, toutes ces plateformes-là. Ouais. Mais tu sais, mettons, Patreon, c'est 20%. Là, PayPal, c'est 1% pour la transaction. On s'entend que c'est bien correct. Ouais. Ben, tu sais, c'est toutes des affaires que je vais peut-être évaluer éventuellement. Tu sais, pour l'instant, moi, je suis comme. J'ai jamais été très, très business, entre guillemets, tu sais, dans le sens où c'est pas ça qui m'intéresse, moi. Puis pour l'instant, je considère que ce que je fais, c'est nice. Puis j'aime la réponse des gens, j'aime la réponse humaine derrière ça. Si à un moment donné, genre, j'ai faim, là, tu sais, j'ai besoin de faire du fric, mais je suis pas en train de penser, tu sais, en ce moment, genre, de demander aux artistes d'être en plus des entrepreneurs, puis d'en plus réfléchir tout le marché économique du live. Give me a break, là, tu sais, genre, on est en crise tout le monde, là, tout le monde essaie juste de faire ce qu'ils peuvent pour, comme, survivre puis continuer à créer. Moi, c'est surtout, genre, créativement que je veux rester stimulé, puis c'est ça que j'arrive à faire, fait que on verra pour la suite, là. Là, non seulement tu as les lives, mais il y a aussi des petites capsules, des petites vidéos de 2 minutes sur Facebook. Je checkais, les vidéos du conspirationniste, là, ça n'a pas rapport, man. Ça, genre, je pense que tu étais rendu hier, j'ai checké à 1,2 million de views, 23 000 partages. Ça n'a aucun sens. Ça a spiné beaucoup. Il y a bien des gens qui n'ont pas compris le niveau, malheureusement. Là, mais, c'est ce que tu disais, hein, ouais. C'est que c'est... ça, man, c'est les médias sociaux. Non, mais je sais, mais ça me fatigue, mon gars, là. Est-ce que ça me fatigue? Parce que moi, je reçois J'ai jamais reçu autant de messages de haine, là. Je bannis du monde, mon gars, à la pelletée, là. Les gens ne saisissent pas. Puis, tu sais, ceux qui l'ont pas vu, là, en gros, je fais un faux vidéo conspirationniste, tu sais. Mais c'est quand même pas mal clair, là, que c'est une joke, là. T'en beurres épais. Ouais, j'en beurre. Je vais vraiment loin dans le procédé de faire comme déformer les faits, puis faire dire des choses à des chiffres. Puis, tu sais, dans la vidéo, c'est marqué que je dénonce les fake news puis la désinformation. Puis sur ma page, c'est bien clair que je suis un humoriste. Tu sais, je veux dire, ça prend pas là, un grand détective là, pour catcher que c'est un gag. Et pourtant, man, les gens, man... Mais encore là, c'est une minorité de gens. Tu sais, comme tu dis, sur 25 000 partages, il y a beaucoup de gens aussi qui l'ont trouvé bonne, puis je reçois des bons mots, mais en tout cas, j'ai comme voulu critiquer les fake news, puis les gens me reprochaient d'en faire. Fait que c'est un peu absurde ce qui se passe avec ça, mais... C'est la minorité bruyante. Ces réseaux sociaux, c'est vraiment ça. Ouais, c'est ça. Ben, le fléau. Comme humainement, on est aussi conditionné à juste retenir le négatif. Là. Si tu as 10 bons commentaires, pour un commentaire négatif, ton cerveau va focusser sur le négatif, tu sais. Je sais pas pourquoi, là, mais on est fait comme ça aussi, fait que ça m'a rentré dedans un peu hier. J'ai commencé à lire les commentaires, puis à comme juste... Mauvaise idée. Puis ben, c'est parce que les gens m'envoyaient chier aussi en message privé, tu sais, fait qu'à un moment donné, tu trouves ça drôle, mais là, 1, 2, 3, tu sais, tu bloques le monde, puis là, c'est genre... Hey Chris, je fais pas ça pour ça, moi, me faire insulter, Carlis, je fais de l'humour, là. Mais c'est parce que ça vient toucher des cordes un peu sensibles aussi. Les gens, ils ont peur, les gens sont anxieux. J'essaie de toujours relativiser puis juste me dire que c'est de l'ignorance, puis de la colère, puis de la fatigue, puis que les gens veulent pas nécessairement mal faire, mais ça se traduit quand même en imbécilité. Là, genre, t'as pas à menacer un humoriste parce qu'il a fait une joke. Là, genre, personne ne devrait se rendre là. C'est pas cool. Là. Ah ouais, mais fait que là, non seulement tu avais du monde qui pensait que c'était vrai, mais tu avais du monde... Tu avais les deux, check. T'as le monde, mon analyse, t'as les vrais conspirationnistes purs et durs qui se sentent attaqués par ma vidéo, qui sentent que je ris un petit peu de leur mouvement complotiste. Ça, c'est peu de gens, mais il y en a. T'as la plupart des gens qui comprennent le niveau, qui trouvent ça drôle ou non, mais qui comprennent que c'est une joke. Et à l'autre côté du spectre, t'as les gens qui pensent que moi, je suis un conspirationniste, puis qui sont comme « Tu dis n'importe quoi, c'est faux! »
Je suis comme, ben oui, c'est ça la joke, madame ou monsieur. Là. Fait que tu as un peu tout ça. Là. Du monde complètement dénué d'humour, premièrement, puis d'esprit de discernement, d'esprit critique. Là. Ben, juste de contextualisation, tu sais, parce que comme je te dis, c'est comme il y a beaucoup d'indices, là, et dans la vidéo, et dans la description, et dans qui je suis. Tu sais, je veux dire, si comme tu es moindrement curieux et que tu as un doute pour X raison, je comprends pas comment tu pourrais avoir un doute parce que la vidéo est complètement ridicule. Mais si tu as moindrement un doute puis que tu fais genre, tu tapes Arnaud Soli dans Google ou que tu regardes sur ma page ou que tu lis le descriptif de la vidéo, que tu lis 2 commentaires en dessous, que tu sais, si tu le contextualises, tu comprends que c'est pas vrai. Puis ça me fait peur parce que ces mêmes gens-là vont partager sûrement n'importe quoi sur leur mur. Ben oui. C'est parce que c'est bien trop d'efforts. Là. Toutes les étapes que tu viens de dire, c'est bien trop d'efforts. Lire 2 commentaires avant d'avoir une opinion, man. C'est pas 2020. Là. Non, mais tu comprends? C'était peurant, pareil. Non, mais c'est... C'était peurant quand même ce que ça nous dit. Puis on le savait parce que c'est un peu ça que je dénonce. Mais c'est comme si la vidéo que je faisais pour dénoncer ça m'avait prouvé encore plus mon point. Puis ça m'a juste déprimé. T'sais. Au début, j'étais juste content parce que c'est sûr, c'est le fun. C'est une vidéo qui a bien circulé. Puis comme tu dis, c'est rendu à 1,3 million de vues, je pense, juste sur Facebook. Ouais. Ouais. Mais souvent, puis excuse-moi, Dom, je voulais pas te couper. Souvent, ce qui lève vraiment sur Facebook, c'est quand ça fait précisément ce que tu veux dire. Je sais, je suis conscient quand de ça. Quand ça va chercher une polarisation, puis que les gens qui s'y opposent sont vraiment plus vocales que les gens qui sont d'accord. Puis ça Facebook, il capote là-dessus. Là. Dernièrement, on a fait une publication sur un groupe J'achète québécois, j'achète local pour parler de nos produits véganes. Ouais. Puis il y a un gars qui s'opposait au fait que nos produits n'étaient pas bio. Là. Mais le gars, il a dû passer 24 heures sans arrêt à répondre à tous les commentaires. Wow. Mais il a fait le travail que moi, j'aurais été supposé faire, tu sais. Moi, j'aurais répondu genre merci beaucoup, mais lui, il répondait tout le temps par de la haine. Ouais. Puis ça a fait que notre publication, elle a circulé, elle a été virale là, sur ce groupe-là, puis juste à cause de ce gars-là. Facebook, puis tous les réseaux sociaux, comment l'algorithme fonctionne, il mesure pas il mesure pas comment je te dirais, la qualité des commentaires, il mesure juste comme l'engagement puis le niveau de c'est ça, le niveau d'engagement qu'une publication va créer. Puis c'est sûr que si tu as des gens qui chicanent, forcément, ça crée plus de commentaires. Donc, la publication va être plus virale de manière organique que si tout le monde est d'accord avec quelque chose et qu'ils font juste liker. Tu sais. Là, le fait que les gens commentent, se taguent, ne sont pas d'accord, se chicanent. Puis moi, là, tu sais, j'ai répondu à personne sous ma vidéo parce que j'ai genre 10 000 commentaires. Là. Mais je suis allé voir hier un petit peu, là, tu sais, puis les gens s'occupent de faire ce que moi je devrais faire, comme tu disais, c'est-à-dire que quelqu'un dit Hey, c'est pas vrai, puis là, l'autre personne fait c'est une joke, est-ce que tu te caves? Hey, je suis pas cave. Là, ils se partagent des articles. Là, ça part des threads, genre, puis je suis comme. Moi, je fais juste les gens qui m'insultent en privé, là, tu sais. Ça, je réponds, j'ai bloqué, en fait, mais tu sais. Toujours est-il que, oui, en effet, la haine est plus virale que d'autres choses. Puis c'est un peu triste, là. Il faudrait peut-être trouver une solution à ça. Mais j'ai pas fait de la vidéo en pensant à ça non plus, mais c'est sûr que ce qui polarise la société, naturellement, va créer plus d'engagement. Oui, absolument. Puis aussi, quand tu t'atteins, là, ton vidéo, c'est rendu à des endroits plus loin que probablement aucun de tes vidéos est rendu. Il y a des personnes qui ont vu ta face pour la première fois dans leur ordinateur avec ces vidéos-là. Il y a plein de Français. Je regarde un petit peu dans les commentaires. C'est comme, généralement, la première batch de likes, c'est les gens qui likent ta page. Après ça, c'est les amis des gens qui likent ta page. Puis là, j'ai l'impression qu'on a pogné le 3e et 4e cercle de diffusion de la vidéo parce que, moi, mettons, je regardais un matin, c'était 2 millions de comptes atteints. 2 millions de comptes atteints. C'est pas juste au Québec, là. Non, c'est sûr que non, parce que, en tout cas. Puis exact, c'est ça, quand tes commentaires sont juste positifs, c'est le fun, mais c'est aussi signe que tu prêches aux convertis puis aux gens qui te connaissent déjà, qui sont déjà ton public puis qui t'aiment déjà. Ouais. Fait que... moi, j'ai toujours aimé dans ma pratique Internet, mais là, je fais plus attention, mais j'ai toujours aimé
jouer avec le vrai puis le faux. Tu sais, c'est quelque chose que je trouve intéressant dans ma pratique, de jouer avec les codes. Tu sais, quand je fais ma parodie de gars fâchés dans mon char, quand je fais ma parodie de vidéos conspirationnistes, j'aime ça comme utiliser un peu les codes de certains sous-genres Internet pour essayer de faire comme de la satire. Puis, tu sais, au début de ma carrière, je faisais juste des stunts comme ça. Je faisais des faux groupes de musique, des faux rappers. Puis j'aimais que les gens ne sachent pas si c'était vrai parce que je n'étais pas connu du tout. Puis c'était difficile à prouver. Mais aujourd'hui, je réalise que c'est dangereux ça parce que les gens ne saisissent pas le niveau. Puis les gens n'ont pas toujours l'esprit critique pour démêler le vrai du faux. Fait que j'essaie de maintenant donner le plus d'indices possible pour que les gens catchent le propos. Puis même malgré ça, le message passe pas toujours. Fait que je suis comme... Mais à un moment donné, tu peux pas non plus. Tu sais, je veux dire, il y a comme un combat que je peux pas non plus mener jusqu'au bout. Là. Tu sais, moi, je fais mon bout de chemin là-dedans. Oui. Mais je peux pas répondre à tout le monde. Puis je peux pas non plus éduquer comme l'esprit critique de... Tu sais, c'est un travail qui va se faire sur le long terme. Mais tu sais, faut en parler de ça. Il y a tellement de fake news. Là, tu sais, c'est vraiment dangereux. Là. Il y a beaucoup de fake news sur le web. Là. C'est ça, exact. Puis justement... surtout en ce moment. Puis justement, la semaine passée, il y avait les deux journalistes à Radio-Canada qui ont l'émission Décrypteur. Ouais. Puis ça, il expliquait justement le phénomène qu'en ce moment, tout le monde est sur Internet, tout le monde est anxieux, puis justement, tu as une crise comme ça. Là, c'est tous les éléments sont réunis pour que les fake news puis les théories du complot. Puis là, justement, c'est pour ça, d'autant plus que ta vidéo tombait à point puis qu'elle touche une corde sensible. Ben moi, je l'ai sorti en réaction un peu à ça, c'est-à-dire que j'ai vu une vidéo qui m'a particulièrement déprimé de conspirationniste. Puis là, j'étais comme, man, ça se peut pas. Puis tu sais, c'est dans l'air du temps. Puis il y a des vedettes québécoises qui commencent à partager du stock. Puis j'ai vu l'entrevue justement à Tout le monde en parle. Puis j'étais comme... Oh, moi, mon premier réflexe, c'est que ça me déprime, tu sais, puis ça me fâche. Parce que ça montre une partie de l'humanité que je trouve triste, là, c'est-à-dire l'ignorance, la désinformation. Puis c'est normal d'être fâché, c'est normal d'avoir peur. Puis tu sais, en ce moment, il y a un sentiment d'impuissance immense par rapport à cette crise-là, tu sais. Puis ça, c'est tous des sentiments super légitimes, mais tu sais, toute l'ignorance, puis le fait que, tu sais, mettons, les gens deviennent racistes envers les communautés chinoises, tu sais, comment est-ce que cette misère-là va se transformer en haine mal placée? Ça m'affecte. Fait que, tu sais, mon premier réflexe, en général, quand je vis ça, ben, c'est de l'intérioriser. Puis après ça, j'essaie de trouver une manière comme créative de le sortir. Puis souvent, ça passe par l'humour. Mais moi, dans mon cas, ça a été thérapeutique de le faire. Tu sais, j'ai passé une journée à écouter des vidéos de théorie du complot, tout ça. J'étais genre, hey, j'étais pas bien cette journée-là. J'étais comme, pourquoi je me fais ça? Puis, il y a plein de... Je veux pas toutes les mettre dans le même panier, là, tu sais. Je suis moi-même un sceptique sur plein de choses. Je pense qu'en effet, c'est correct de se questionner puis de pas prendre tout pour du cash. Mais quand ça s'en va à l'encontre de ce que la communauté scientifique, la communauté médicale, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter notre confiance à certaines choses, à un certain savoir empirique, tu sais, puis je trouve que quand tu remets tout en question, ça mène à rien parce que on pourra jamais tout prouver nous-mêmes. Il faut à un moment donné asseoir notre confiance, puis de tout remettre en question, mais de commencer à citer comme source un esti de weirdo en France ou un YouTube. Tu sais, c'est comme leur source n'a pas de bon sens, là, souvent, conspirationniste. Là. C'est comme ta source, c'est un vieux YouTube pas clair. C'est comme, tu peux pas utiliser les mêmes méthodes malhonnêtes que tu critiques aux médias de masse pour passer finalement ton point, tu sais. Je trouve que c'est malhonnête, ça. Ouais, puis, tu sais, quand tu t'arrêtes à écouter puis à réellement prendre le temps de consommer ce genre de théories-là, là, tu réalises à quel point la pensée commune, à quel point, en fait, on a une chambre d'écho où est-ce que ça, c'est pas envisageable, là, tu sais. Où est-ce que, comme, des fois, j'écoute ou je vois passer un article, mettons, là, moi, j'ai un gars dans mon Facebook que
Je sais même pas pourquoi il est dans mon Facebook. Évidemment, je le nommerai pas, là, mais je sais même pas pourquoi il est dans mon Facebook. Je sais c'est qui. Ouais. Mais il est pas mon ami. Il est pas... Puis lui, systématiquement, il va prendre... il va chialer sur les mesures gouvernementales, mais systématiquement. Là. Puis il va toujours trouver un article pour appuyer la raison pourquoi il chiale, tu sais. Parce que ça existe, là, tu sais, mettons que tu veux écrire... mettons que tu écris sur Google n'importe quoi, tu vas trouver un article qui prouve ton point. Un article de 2004 qui dit qu'ils ont testé un vaccin en Afrique. Puis là, tu vas le sortir là dans un contexte super différent en utilisant juste le headline ou carrément juste un article de blog d'un esti de Word. Parce que c'est ça l'affaire aussi, c'est comme c'est pas vrai que tous les médias et toutes les sources sont équivalentes. C'est comme oui, c'est ça, exact. Je pensais que vu que c'est un lien HTTP, ça a une crédibilité, ça a une valeur. Mais Chris, non, man. Moi, je peux me faire un lien web qui dit les nuages sont des chemtrails, puis mettre ça en ligne. Puis n'importe qui va pouvoir le partager avec un vrai headline. Puis mon site s'appelle peut-être lemonde.fr, .figaro. Tu sais, mais c'est de la style dompe, là. Ouais. Dans le sens... En tout cas, c'est un peu... Ça donne un faux sentiment de légitimiser justement des choses comme ça, parce que là, n'importe quoi que tu réfléchis, que tu penses, que tu dis, hey, peut-être que ça, c'est ça. Si tu le mets dans Google, tu vas trouver quelqu'un qui a dit que ça, c'était ça, quelque part, tu sais, à un moment donné. Mais ça veut pas dire qu'il faut arrêter de réfléchir. Puis, tu sais, c'est vrai qu'il y a des affaires shady, tu sais, comme c'est en train de sortir, que justement, la Chine, ils ont trafiqué le nombre de cas et de morts. Ouais, c'est ça. Puis, il faut rester au fait de ces informations-là. Puis, c'est sûr que tu as des régimes politiques vraiment shady, comme la Chine, qui vont... La Russie. Ouais, qui vont pas traiter de l'affaire de la même manière. Puis, tu sais, de la corruption, il y en a partout. Puis, il y en a eu au Québec, il y en a encore au Québec, des jeux de pouvoir. Ça existe, puis c'est important de rester critique. C'est juste qu'en ce moment, tout le monde s'improvise journaliste ou enquêteur et n'importe qui veut conforter son sentiment qu'on nous cache quelque chose, parce que c'est un sentiment que les gens vivent en ce moment d'impuissance, de colère, puis d'impuissance, tu sais. Mais c'est juste que c'est les manières dont ce sentiment-là va se traduire, je trouve, qui sont super inquiétantes puis malsaines, tu sais. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas se questionner, puis ça veut pas dire qu'il faut pas, genre, continuer à... On est tous à la recherche de notre vérité, en quelque part, mais là ça prend des proportions complètement ridicules en ce moment. Puis, il y a plein d'affaires qui sont faciles à démanteler, tu sais, mettons. Tout le monde parle de Bill Gates, là, en ce moment, comme étant, genre, le gars qui veut vacciner pour éliminer une partie de l'humanité, tu sais, comme... Je comprends même pas en quoi ça pourrait tenir la route, mais tu sais, les gens disent qu'il aurait dit dans une conférence qu'il voulait comme tuer une partie de la population, mais tu sais, j'ai lu un article là-dessus, puis ce qu'il a dit, c'est juste que idéalement, pour que la Terre puisse survivre, il faudrait penser à décroître la croissance de l'humanité de tant de pourcents sur tant d'années. Ça veut pas dire de tuer personne. Fait que c'est juste de manipuler certaines idées, certains mots pour faire passer un nouveau message, tu sais. Puis, tu sais, si ton plan, c'est de tuer une partie de l'humanité, est-ce que tu vas aller dire ça dans une conférence? Là, mettons que ton plan de Docteur Terreur, là, c'est comme d'anéantir l'humanité. Tu vas-tu sur un TED Talk pour en parler? Oups! Je me suis... oups! I said it! Non, mais Chris, c'est un bon point, tu sais. Genre... C'est ça, comme tu veux une rançon de plusieurs milliards de dollars, puis là, tu vas sur... Je pense que c'est Ricky Gervais qui fait un bit sur les gens qui pensent que la Terre est plate, tu sais, qui disait, OK, mettons que la Terre est plate, je veux bien, mais pense à tous les gens que ça impliquerait comme qu'il faudrait mettre dans le coup. Tu sais, genre, on n'est même pas capable de s'organiser, genre, en micro. Pense à l'échelle humanitaire, comment il faudrait... Puis là, c'est génial, ce bit-là, mais il dit, genre... Tous les gens qui ont des bateaux. Il faudrait que tous les propriétaires de bateaux sachent qu'à un moment donné, oups, la Terre, elle drop. De même, pense à tous les gens que ça implique un complot comme ça. C'est impossible. L'humain est trop désorganisé. C'est comme, on aime l'idée... un complot, là. On aime l'idée de, comme,
une espèce de groupe caché qui c'est comme, man, t'as-tu vu, genre, la politique américaine, man, ils sont même pas capables de gérer un fucking compte Twitter, puis il y aurait un complot planétaire sur un vaccin pour faire un ménage de l'humanité. Puis à quel prix aussi, c'est comme, moi, quand je pense complot, j'essaie de penser qu'est-ce que ça rapporterait aux gens qui font ça. Mais tu sais, en ce moment, tu fermes toutes les économies. Tu es en train de ralentir l'économie mondiale, tu plonges ton pays dans une récession. Il y a peu de gens qui gagnent en ce moment quoi que ce soit de cette crise-là. Là, ouais. Fait que, puis, tu sais, même l'argument de ceux qui gagnent quelque chose, c'est même l'argument, mettons, des compagnies pharmaceutiques. Là, ouais, mettons, ceux qui font le vaccin. En ce moment, mettons, les scientifiques qui travaillent sur un vaccin, j'écoutais une entrevue sur The Daily, là, Ouais. le podcast du New York Times, où est-ce qu'il parlait à la chef de l'équipe. C'est une équipe en Allemagne qui travaille sur le vaccin. Ils sont comme dans le top 3 des frontrunners pour qui va trouver le vaccin. Elle, c'est la sommité là, en termes de recherche pour ce vaccin-là précisément. Puis elle disait, tu sais, même elle, la top, là, elle dit, on sait même pas qui va avoir le vaccin. Genre, on sait même pas quelle compagnie va le trouver parce qu'en ce moment, c'est comme tout le monde se partage les informations. Ouais. Tout le monde travaille pour pousser égal parce que, v'là fucking 3 mois, on n'avait aucune idée que c'était la crise, tu sais. Fait comme même les compagnies pharmaceutiques, ils n'auraient pas pu planifier ça, tu sais. Ils pourraient pas planifier ça. En ce moment, il y a personne qui aurait pu avoir ce vaccin-là avant que la crise commence, tu sais. Parce que les scientifiques les plus à la fine pointe, ils l'ont même pas. Exact. Mais je pense que l'idée du complot est quand même le fun. Puis moi, quand j'étais ado, j'en écoutais une chier de vidéos de conspiration. J'ai toujours aimé cette idée-là qu'on nous cache quelque chose, qu'il y a un bigger picture, tu sais. Mais après ça, le problème, je trouve, précisément dans ce moment-ci, c'est que les gens qui diminuent l'importance du virus, puis qui disent aux gens, man, ils nous mentent, le confinement, ça sert à rien, ben ils mettent à risque la santé publique. Puis c'est là, je trouve que ça devient encore plus dangereux, c'est quand l'ignorance va se traduire par un danger sur les vies humaines. Puis moi, j'ai le feeling que c'est ça qui va arriver si on prend pas la chose au sérieux. T'sais. C'est surtout ça, je pense, qui m'inquiète dans ce contexte-ci, parce que, tu sais, bottom line, tu sais, moi, dans la vie de tous les jours, si tu penses qu'on n'a pas marché sur la Lune, comme fine, on va en parler, mais ça change rien, genre, comme c'est dans le passé, c'est le fun qu'on peut en parler, puis tu sais, mais je pense pas que ça a vraiment d'impact sur genre nos vies, tu sais. Exact. Non seulement c'est ça, c'est dangereux pour les autres, mais il y en a qui c'est dangereux pour eux-mêmes. Là, il y a le gars qui essaie de s'automédicamenter en buvant son nettoyeur à aquarium. Dans le fond, il y avait. Il y a une coupe de. Je suis tanné, man. Alors, épuisé, de l'épuisement. Il y a une coupe si tu veux, de médicaments qui pensent que peut-être pourrait être un remède, mais c'est pas la encore. La chloroquine? Ben, il y a celui-là, mais il y en a 3-4 autres. Je sais pas c'est lequel. En tout cas, il y en a un gars qui a bu comme. Il a vu ça, qu'il y avait ça dans un de ses affaires dans. Je pense, il me semble que c'est pour nettoyer son aquarium, une affaire comme ça, puis il a bu la bouteille au complet, puis il est mort, tu sais. Fait que, mais tu vois que, puis non seulement, mais même les flat earthers, tu sais, il y a un dude qui s'est construit une fusée, il a dit, moi, je vais monter, puis je vais le prouver qu'il est plate. Il s'est envoyé dans l'air, man, puis il est mort, tu sais. Je veux pas faire des jokes sur les gens qui se tuent parce que ça reste un drame, là. Non, absolument, je fais pas des jokes, mais c'est juste que à un certain point, c'est dangereux. L'idée du darwinisme, un peu, là, la sélection naturelle. Ouais. Ben, je trouve que en tout cas, en comédie, là, en humour, c'est comme l'ironie même de tout ça, là, de vouloir prouver quelque chose au point de se tuer. C'est comme, man, ça s'invente pas. Là, c'est comme le karma, là, un peu, mais ça reste un drame. Là, chaque personne qui se tue, c'est pas drôle, mais c'est comme, guys, man, genre... Je sais pas, là. Choisis tes combats. C'est comme, il y a des gens formés en sciences, comme, essaye pas de... Ça me fait rire, cette idée-là de faire de la science toi-même. Pourquoi est-ce que toute la communauté scientifique planétaire voudrait nous cacher quelque chose? Comme, à quoi ça rime? Genre, je comprends pas que c'est ça
ton moteur dans la vie, genre. Ce que je comprends, par contre, tu sais, le documentaire sur les Flat Earthers, il est super bon sur Netflix parce que tu comprends, en fait, l'idée de communauté derrière ça. Puis je pense que c'est ça qui drive n'importe quel groupe, que ce soit des groupes d'extrême droite fascistes, que ce soit des groupes, des sectes hippies, que ce soit des idéaux de gauche, de droite, peu importe. L'idée de communauté est super important pour l'être humain. On a besoin de se rassembler en tribus. Puis le sentiment de... Tous les complotistes en ce moment, ils sentent qu'ils appartiennent à une même famille. Ceux qui sont à la recherche de la vérité, ils se partagent des informations. Puis je suis convaincu qu'en ces moments d'isolement, ces gens-là se sentent rassurés de faire partie d'une communauté. La communauté en soi est très douteuse, mais je peux pas leur enlever ce réconfort-là de sentir qu'ils appartiennent à une famille parce qu'on a tous besoin de ça. Tu sais. C'est un bon point. Puis ça n'a jamais été aussi facile de se sentir appartenir à un groupe qu'aujourd'hui. Avec Internet? Ouais, tu sais, il y a littéralement des groupes. Ben ouais, sur Facebook. T'es littéralement un groupe. Ça, tu peux joindre un groupe, tu sais. Fait que c'est même pas le nom est pareil. Ils donnent une badge quand t'es. Ouais, c'est ça. En plus, quand t'es un super fan. Comme si t'étais un scout ou un chevalier de colon, là, tu sais, t'as comme des rankings. T'es genre, yo, t'as vu mon badge? Moi, je suis toujours gêné quand je pogne un badge d'une page d'humoriste. Je suis comme, je suis stalker à ce point-là. Genre, je like toutes ces statuts. Tu m'as donné un badge. Tu commentes. Ouais, je commente tout. Je voulais qu'on parle un peu, pour revenir un petit peu à tes lives que tu fais. Ça donne lieu à des moments qui sont surréels. Puis moi, c'est sûr que je pense tout de suite, puis on en parlait Dom avant que tu te joignes à nous, je pense tout de suite à l'épisode avec Jessica de Haut des Graisses qui a donné un moment complètement surréel. Puis il y a plusieurs couches à ce qui s'est passé. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, vous pouvez aller voir sur YouTube. Je vais vous laisser le plaisir d'observer ça. Je l'ai mis sur ma chaîne. Mais il y a plusieurs affaires qui se passent là-dedans parce que moi, j'étais là en temps réel. Puis je regardais, tu sais, puis c'était... Il y a vraiment eu une espèce de moment où est-ce que tout le monde était là. Ouais, on était rendu 9000, je pense. Tout le monde était là. Toutes les personnalités publiques qui sont le moindrement actifs durant la pandémie, tout le monde était là. Tout le monde commentait dans le chat. Puis là est arrivé le moment avec Jessica on dirait que tout le monde a été jeté par terre là, dans cette situation-là. Ben, tu sais, la vérité, là, puis comme je vais pas spoiler, mais mettons, ce qui s'est passé, c'est que c'était quand même clair. Mon personnage, ceux qui l'ont pas vu, c'est un genre de chroniqueur chroniqueur potin, genre journaliste showbiz. Fait que je fais mon personnage très, très à la recherche de potins. Puis tu sais, ce qui est cool de ce live-là, c'est que, comme tu dis, les vedettes sont au rendez-vous. Asti. Je passe de Véronique Cloutier à Kat Levac, à Mariana Mazza. Après ça, on s'en va pogner. Asti. Annick Jean, c'était fou. Phil Roy, Annie, tu sais. Après ça, on rentre justement dans une batch plus... Champagne qui est Alex Champagne est venu faire son perso aussi. Là, on rentre plus dans une gang justement d'OD. Puis ce qui était fou, c'est que les gens parlaient de quelqu'un d'autre, mais la personne était là. Fait que j'allais chercher l'autre vedette, puis les gens se répondaient. Fait qu'il y avait une espèce de build-up magique que j'aurais pas pu écrire, tu sais. Que c'était vraiment genre... Ça se passait, tu sais. Puis là, justement, le gag, c'est que les gens inventaient des faux scoops, tu sais, tout le temps. Puis moi, j'allais comme gratter, puis je voulais en savoir sur la vie sexuelle des gens. Puis là, Jessica est arrivée avec une révélation que ça soit vrai ou non, tu sais, je m'en torche, puis ça lui appartient. Puis pour vrai, c'est vraiment pas ça le point. C'est juste que c'est comme si elle avait amené le game à un autre niveau parce que sa révélation, elle l'a tellement dit, genre, comme si c'était vrai. Genre, je peux pas le dire, OK, je vais le dire. Qu'on dirait que ça choque tout le monde. Ben oui, c'est ça. Puis mais en fait pour corriger ce que tu viens de dire, ça l'a pas amené le truc à un autre niveau. Ça l'a juste tué Ouais, peut-être.
Ça a juste fini, genre, ça a fini. Ouais. Là. Il y avait plus de manière. Voici la fin. Là. Puis d'un point de vue de timing, juste pour finir, tu sais, on parlait tantôt, les momentum dans un live, c'est difficile à contrôler. Des fois, ton meilleur moment, il arrive dans les 5 premières minutes. Là, c'est comme le live, il faisait vraiment ça. Puis les gens, on le sentait, tout le monde embarquait. Puis comme il y avait un vrai build-up. La locomotive continuait. Puis il restait peut-être 5 minutes au live. Tu sais, après 1 heure, les lives Instagram, ils closent. Puis moi, j'avais pas le goût d'en faire plus parce que j'étais brûlé, tu sais. Puis là, Jessica est arrivée avec ce moment-là. Là, c'était genre... C'est comme si même moi, j'avais décroché puis j'avais fait... Hey guys, on vient-tu de vivre ça? Puis tu sais, j'étais comme, OK, on est 9000, là. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'essayais de passer à d'autres choses parce que non plus, je voulais pas tomber dans un mode où est-ce que... On rit d'elle, puis que... Ben zéro, puis ça n'a jamais été ça mon point. Puis je pense qu'elle est full bonne joueuse aussi. Tu sais, genre, je suis retourné la voir, j'ai fait, OK, c'est une joke. Je voulais lui laisser la parole, mais là, j'allais reparler à d'autres gens qui étaient comme, c'était pas une joke, Jessica. Tu sais, tout le monde parlait de ça, puis j'étais genre... Yo, j'ai perdu le contrôle. Là, je suis allé sur Champagne, il a repunché là-dessus, puis j'étais genre, fuck it, man, je m'en vais. Genre, mais comment tu t'es senti là, sur le coup? Là? Tu t'es dit, OK, là, c'est allé trop loin. Tu t'es senti mal ou bien. Le concept même de mon live, c'est que vu que c'est pas organisé, puis que c'est live, puis tout ça, c'est que j'ai pas contrôle sur la moitié de ce qui se dit. Tu sais, moi, j'ai contrôle sur moi, mais. Après coup, je me suis dit, j'ai-tu été correct avec les gens? J'ai-tu forcé? Là, j'ai rechecké l'extrait, j'ai dit non, je pense que j'ai été cool. Le ton était clair. J'ai écrit à Jess, j'ai dit, hey, c'était drôle en Christ, tu te sens à l'aise avec ça? Elle est comme, ouais, pour vrai, c'est juste crampant. J'ai dit, parfait, tant que t'es bien avec ça, ma chum, je veux juste pas non plus jamais tomber dans un mood que. Tu sais, je veux juste que ça reste sain, tu sais, pour tout le monde, puis que, tu sais, que les gens catchent que moi, j'instaure juste vraiment un cadre créatif pour m'amuser avec du monde. Puis, tu sais, ça, je veux que ça soit très clair. Mais elle était super bonne joueuse. Puis, mais tu sais, je suis conscient que ça a fait beaucoup parler, là, tu sais, parce qu'il s'est passé de quoi live. Je pense que c'est vraiment le côté live de « Yo, on a vécu ça. » Tu sais, moi, les gens m'écrivaient là, après ça, man, j'ai débriefé le show en FaceTime avec du monde. Les gens m'appelaient « Yo, qu'est-ce qui s'est passé? C'était insane! » Puis pas juste l'affaire de Jess. Je pense que tout l'épisode était vraiment... Tout au complet, ouais. Ouais, tout au complet. Puis, tu sais, s'il y a 9000 personnes, toi, tu laisses tes lives 24 heures? Ouais, je les laisse sur ma page. Ouais, ça a monté à comme 40 quelques mille. C'est ça. C'est ça que j'allais poser comme question. S'il y a 9000 personnes qui regardent live, il y a calissement du monde qui ont dû le checker. Moi, j'ai regardé sur YouTube. Sur YouTube, tu sais, là, j'avais pas les commentaires du monde qui était là sur l'Instagram. Non, c'est ça l'affaire. Mais peut-être que, je sais pas, il y a peut-être un moyen de le faire. Là, en fait, c'est que moi, je fais affaire avec un gars qui a une version Instagram qu'il peut les télécharger, la version sans commentaires. Puis je trouve que la plupart du temps, c'est plus le fun, pas de commentaires. Mais pour ceux-là, si je le refais, là, ouais, ça aurait pris des commentaires. Ouais, parce que moi, ça donne un niveau ça que je vivais, là. Qui est comme, what the fuck? C'est ça. C'est ça. Moi, c'est ça. C'est précisément cet exemple-là qui m'a marqué. C'est comme, elle dit ça, Jess a fait sa révélation. Puis la première personne qui réagit, c'est Véronique Cloutier qui fait comme, quoi? Point d'interrogation. Je sais, c'est comme s'il y a deux niveaux. Moi, c'est deux niveaux en même temps. Oh my God. Tu sais, c'est... Puis tout le monde réagissait, mais moi, c'est vraiment Véro qui m'a marqué parce que comme quand j'étais petit, Véro elle animait à Fureur, puis c'est vraiment, tu sais... Je comprends ce que tu veux dire. Une star au Québec, là, c'est comme, OK, non, Véro était là quand t'as dit ça. C'est comme si t'avais deux histoires en parallèle. T'avais l'histoire du live et t'avais l'histoire des commentaires, des gens qui se parlaient. Puis honnêtement, si j'ai à refaire cet épisode-là, je vais trouver une manière de... Je pense que je vais faire peut-être juste un vidéo capture screen du replay au complet pendant 1 heure pour avoir les commentaires parce que en effet, je suis conscient que ça fait partie de l'expérience. Ouais. Mais en tout cas, Jess, soit elle était sérieuse ou soit il faut lui donner un Oscar parce que c'était trop fort. Rendu là, peu importe. Moi, je pense que la fille est bright parce que aussi, elle a quand même un flair pour faire parler. Puis dans tous les cas, puis honnêtement, c'est pas un vrai scandale. Non, exactement. On s'en calisse, c'est sa vie, c'est son corps, c'est sa sexualité. Ce qui était fou, c'est comme s'il y avait une rupture à ce moment-là dans le show. Parce que, tu sais, on s'entend que je venais de parler à Pierre-Luc Funk de genre Stéphane Crête, c'est Paul Cagelet déguisé.
sais, c'était des scoops, on s'entend, fucking random. Puis là, ça avait juste l'air comme... Ben, ça pourrait être vrai. Puis c'est comme si... Tout le monde s'est demandé, genre, as-tu catché? Tu sais, peut-être qu'elle venait d'embarquer dans le live qu'elle catchait. C'est ça qu'on s'est tous demandé. Elle catchait-tu le niveau? Elle a tellement bien joué. En tout cas, faut lui donner le crédit. Puis, tu sais, honnêtement, je pense que dans tous les cas, moi, j'ai reparlé à Jess, puis c'était écœurant. Genre, elle assume à 100%, puis c'est un bon coup dans tous les cas parce qu'on en parle. C'est un stunt, genre. Exact, mais c'est ça, mais c'est important de rappeler que justement, c'est pas ce qu'elle a dit en tant que tel, parce que je veux dire, on ne devrait pas en avoir rien. On s'en calisse, puis c'est pas grave, c'est pas cave, c'est pas rien. Exact. C'est juste l'espèce de. Justement, comme tu dis, il y a eu une rupture, il y a eu comme. Il y avait de l'ironie, puis là, on savait plus si on était dans le réel ou dans l'ironie. C'est ça qui est magique, puis comme j'en parlais tantôt, que j'aime jouer avec le vrai puis le faux, puis tu sais, j'aime. Mon live la journée d'avant, je faisais mon personnage de conspirationniste pendant 1 heure en live, puis Simon-Olivier Fecteau est arrivé, puis il était full sérieux, puis il jouait le sceptique, puis il me confrontait, puis les gens m'écrivaient « Est-ce que Simon-Olivier comprend que c'est un personnage? » Puis là, j'étais comme « Ben oui, évidemment, il me connaît, là, il sait que je suis pas conspirationniste. » Mais c'était tellement real comment il a joué, ou l'angle qu'il a apporté, que les gens dans les commentaires étaient genre Yo, je pense que Simon, il comprend. Tu sais, ça a comme créé une confusion. Puis ça, je trouve ça hot. C'est quand hot, on navigue dans cette zone-là de OK, je suis en personnage, mais c'est pas tout le monde qui est en personnage. Des fois, tu sais, comme là, je reçois Alex Champagne qui est un personnage, mais tout de suite après, je reçois Annick Jean qui est chez elle, puis son chum, il dort. Puis là, c'est comme... On sait plus qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, mais en tout cas, je trouve ça magique. Faut que Patrick Huard sache que je te parle à un autre gars, il va être en tabarnak. Puis c'est ça, elle dit ça, puis elle est en train de me décrire la grosseur de son bat. Tu sais, c'est comme tellement de niveaux d'absurdité en même temps. Que, je sais pas, il y a quelque chose de magique un peu là-dedans, tu sais, puis j'espère avoir la chance de revivre des moments de même avec le live parce que, tu sais, pour vrai, c'est tellement jouissif comme d'arriver à des moments où est-ce que non seulement on vit ça, mais on le vit ensemble. Tu sais, puis je pense que ça ramène au côté événementiel du live qui est le fun, que ce soit un show ou une émission de télé. Exactement. Puis, vas-y. C'est ça, l'échange que ça crée, qui s'entre-nourrit, justement, il y a comme pas vraiment. C'est comme nouveau, c'est comme unique. Là. Il n'y a pas vraiment d'autres plateformes qui auraient pu créer des moments comme ça, finalement. Tu sais. Impossible. Tu sais, même à la télé, j'aurais jamais réussi de toute ma vie à avoir sur le même show Kat Levac, Mariana Mazza, Véronique Cloutier, Pierre-Luc Funk, Louis Morissette. C'est qui avait Chris Nemeth, là, tu sais, je pense qu'il y avait 10 vedettes dans un show d'1 heure. Tu sais. C'est un plus gros pacing que n'importe quel, tout le monde en parle. Puis moi, j'ai pogné ça de mon sous-sol, gratos, avec une connexion Internet Medium, un jeudi à 22h. Tu sais, c'est weird. Ouais. Mais les gens sont disponibles, les gens sont connectés. Puis si je vous annonce que je vais leur faire, là, ce personnage-là. Là. Quand je vais leur faire, les gens vont être prêts, là, parce qu'il y a des dossiers à régler. Puis je veux pas spoiler rien, mais moi, Charlotte Cardin, mettons, Kat s'est mis à comme pitcher des flèches à Charlotte Cardin. Kat qui vole les contrats de mannequin. Kat qui dit que Charlotte Cardin, elle vole tous mes contrats, elle vole toutes mes gigs musicales. C'est ça. Charlotte, elle m'aurait écrit, puis comme je veux répondre à ça, genre les gens ils embarquent, là, les gens ils suivent. Genre, si je peux créer encore plus de réseau de potins, puis qui sait, il y aura peut-être d'autres moments magiques, comme peut-être que Jess ou Renaud vont vouloir venir faire le point sur l'affaire. Moi, je veux pas forcer personne, mais la tribune, elle existe, puis en ce moment, je sens qu'on peut avoir bien du fun avec ça pour un bout. Là. C'est vraiment hot. Juste avant de te laisser partir, là, un petit mot sur l'espèce de challenge de Alex Champagne d'essayer de te faire décrocher. Là. Ouais. Moi, c'est la fée des glands. Ah, la fée des glands, il m'a tué, man. La fée des glands, c'est probablement le moment qui m'a fait le plus rire de la dernière année. Ah, moi... Alex Champagne avec un condom en dessous du nez. Dégueulasse. Gonflé. Il s'en est pété 9 dans la tronche, hein. Il m'a montré le lendemain, il y avait encore des marques de vieux lubrifiants, genre dans les yeux, puis... Alex,
Puis juste pour rewind un peu, tu sais, Alex, moi, je le connais depuis un bout parce qu'il faisait de l'impro. On avait le même coach d'impro quand lui était au cégep. Moi, j'étais au secondaire. Puis c'est un gars que, évidemment, j'ai suivi quand il est rentré à l'école de l'humour. Il a fait contrat de gars avec Joe Roberge. Puis, tu sais, pour moi, c'est culte. Puis c'est un gars que j'ai toujours trouvé puissant. Puis il y a plein de monde qui l'ont découvert par la suite, tu sais, avec 3 fois par jour, tout ça. Puis c'est comme si le gars, il a eu 1000 projets. Il y a bien des gens qui ont comme oublié qu'Alex, il était drôle. Ou qui n'ont aucune idée que c'était un humoriste. Pas oublié, mais comme... C'est comme si c'était... Ouais, exactement. Genre, Alex, il est funny, mais il fait de la photo, il fait ses projets, entrepreneur, nanana, c'est livres. Mais tu sais, pour moi, Alex a toujours été un gars fucking hilarant, tu sais. Puis il m'a dit que ça lui a fait du bien, ces lives-là, parce que tu sais, c'est comme si ça lui donne le droit de se plonger dans l'humour sans... vraiment de manière décomplexée puis spontanée, sans se préparer, parce que des fois, ça peut être anxiogène. Tu sais, si tu veux faire un retour en humour, tu fais, je vais faire une grosse capsule, OK, comment je fais ça? Là, c'est genre, yo, il se connecte, il fait son gag, ça lui donne le goût de revenir. Il est toujours vraiment en mode, faut que je fasse rire. Fait que non, c'est devenu genre comme mon acolyte numéro 1 des lives. Puis, tu sais, c'est des moments que j'aurais pas pu prévoir il y a un mois que j'allais autant rire avec Alex Champagne, tu sais, qui est un gars que je connais, mais qui est pas mon plus grand chum dans le milieu, là, tu sais, genre, c'est comme... C'est un beau hasard, puis en ce moment, tant mieux si lui, il s'amuse, puis tant mieux s'il y a aussi plein de gens qui le redécouvrent comme le gars fucking crampant. C'est un des gars qui me fait le plus rire au monde, là, tu sais, Alex Champagne, puis c'est comme... Je trouve ça cool de le voir s'épanouir là-dedans, là, tu sais. Mm-hmm. C'est clair. Hey, merci beaucoup, merci, c'était vraiment cool. J'espère le fun. On va... c'est lundi au jeudi, 22h. Exactement. Pour l'instant, c'est pas dit qu'à un moment donné, comme selon les ordres de Louis Morissette, ça va être payant sur une plateforme. Les ordres, selon le général non, Louis. Mais honnêtement, pour l'instant, c'est ça que je cale, mais si à un moment donné, je commence à trouver ça tough, je me ferme pas à l'idée d'en faire moins ou de le penser différemment. Pour l'instant, lundi au jeudi, 22h sur mon compte Instagram, et j'en mets en ligne sur mon YouTube de manière aléatoire. Je remets des vieux, j'en ai une vingtaine en banque. J'en ai uploadé peut-être 5-6, mais je vais continuer à en uploader sur mon YouTube. Puis, that's it. C'est vraiment cool, man. Merci beaucoup de nous avoir jasé ça. Merci les boys, un gros plaisir. Puis, vraiment. Yes, on se refait ça en studio après la avec pandémie. plaisir, pour vrai. Ouais. Yes. À bientôt, guys. Bye bye. Toi aussi.